Et bien le bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler encore un petit peu de méta, hein, parce que c'est le début de l'extension. On se cherche au niveau des decks, hein, on sait pas trop quoi jouer. Ouais, je le sais, moi non plus je me tâte vachement. J'avais fait un petit deck, Robin des Bois, il était sympa, mais je pense pas que ça soit un truc qui arrive à être tier 1, hein, si vous voulez mon avis. Malgré tout, il faut quand même que je teste encore un petit peu, donc on verra plus tard pour ça. On a eu un premier tournoi, un premier gros tournoi à 42 joueurs il y a quelques jours. Je vous ai fait une vidéo là-dessus où ça montrait en Allemagne justement. C'était celui-ci où on avait quand même des nouveaux decks, mais des decks qu'on connaissait aussi, hein. Le Sing Together, on le connaissait, mais une version un petit peu plus différente, enfin minime quoi, mais quand même, voilà. Le Steel Song, on le connaissait, mais il a aussi évolué avec le 7.5. Le Cogwars, pareil, ici Steel Song et Sing Together encore une fois. Et on avait le Muse Song qui était apparu pour la première fois, il me semble. Je ne crois pas dire de bêtises, mais je pense que c'est la première fois qu'on le voit, ce deck, vraiment en termes compétitifs. Et on avait aussi le Classic Bounce, enfin le fameux gris violet. C'était les decks qui étaient dans le top 8 de ce tournoi de 42 joueurs. Maintenant, on a eu un autre tournoi qui s'est déroulé hier, alors du coup le 18, et c'est celui-ci, le Lorcana 1000$ et plus. C'est une boutique américaine, du coup, JJ Gaming Factory, c'est celle-ci qui a organisé le truc. Alors je ne veux pas les 5%. Je n'habite pas aux États-Unis. Comprends-tu, comprends-tu, je ne peux plus, je ne peux pas, voilà. On va regarder du coup qu'est-ce que ça donne au niveau de ce top 8 là-bas, où le gagnant a peut-être remporté du coup 1000$. Et ben voilà, on va voir avec quoi il a gagné ça. Et on démarre tout de suite avec le top 8 et le 8ème deck, et bien c'est le Muse's Song qu'on avait vu du coup dans le dernier tournoi. Alors je sais plus si je l'ai précisé, mais dans ce tournoi là il y a 47 joueurs alors que l'autre il y avait 42 joueurs. Donc ça fait de lui pour l'instant le tournoi le plus gros au monde, en tout cas pour la méta du 7-5. Pour ce deck, on le connaît un peu, alors je me souviens plus si c'est exactement la même chose que sur le deck de l'ancien tournoi il y a une semaine ou un truc comme ça. Euh, Celui-ci en tout cas, il n'y a pas beaucoup de persos qui vaut moins de 3. Je sais pas si vous l'avez vu, vous l'avez remarqué tout de suite, mais on a quand même une curve, une ink curve voilà, qui est bien, même si elle est un petit peu comme ça. Mais ça marche quoi, c'est pas parce que vous avez une linker qui fait un petit peu des yo-yo que le deck ne marche pas. Ça dépend du deck, enfin voilà, ça dépend de beaucoup de choses. On a quand même pas mal de cartes qui coûtent assez cher, hein. On a des 8, des 7 ici et des 6 là, c'est les 3 cartes qui coûtent, on va dire, les plus chères. Il y en a quand même 6 exemplaires, 6 exemplaires et 4 exemplaires. Donc ça fait quand même pas mal de cartes assez chères, de toute façon on va voir, hein, on le voit de toute façon ici. Mais malgré tout ça marche parce que on a la plume, etc. Donc typo déjà, ça marche de la même façon que la plume, entre guillemets, même si c'est un petit peu la révélation du 7.5, hein, l'une des cartes révélation du 7.5. C'est-à-dire que celle-là, elle remplace un jeu vol facilement, même si elle ne le remplace pas parce que elle peut s'ajouter. Voilà, on peut l'ajouter, jouer les deux pour avoir un petit peu plus de possibilités dans le deck, avoir un petit peu plus de chances de piocher la carte, hein, au mulligan ou à la pioche normale. Donc typo et je vole, on les garde. Typo, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer une carte de votre main dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. Donc vous pouvez placer un je vole du coup en encre ou alors une autre carte. On n'a pas beaucoup de problèmes au niveau des cartes ancrables, non ancrables, hein. On a très peu de non ancrables, donc ça va être assez simple à jouer. On a du coup après les muses qui sont un petit peu le moteur du deck, j'ai envie de dire, même si c'est pas totalement lui, enfin totalement cette carte qui est moteur, mais je pense que c'est le moteur numéro 1, hein. Il y a le sous-fétiche juste en dessous, mais
Le moteur numéro 1, c'est cette carte-là, c'est elle qui va vous permettre de faire un petit peu de gestion. Alors à chaque fois que vous allez jouer une chanson, vous pouvez choisir un personnage avec 2 et de moins de force et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Donc vous avez un large choix au niveau de votre adversaire. Et vous aurez aussi peut-être un large choix auprès de vos propres persos, savoir remettre un typo en main, remettre une belle en main pour l'orer et ensuite ne pas se la faire gérer et de la rejouer derrière, hein. Ça peut être une bonne stratégie pour justement gagner 10 de l'or en 2 tours. Couplé au sous-fétiche, ça fait mal quoi. On a du coup la belle que je disais qui nous fait gagner quand même pas mal de l'or. Donc là en 4 exemplaires, c'est un truc quand même qui nous permet d'ancrer un maximum et on en a clairement besoin vu qu'on a des Clarabelle pardon, et des Tamatoa à jouer. On a un Flaversham ensuite qui nous fait piocher. On a la Tremen, la Madame de Tremen, qui était présent dans un fameux deck Meul d'Oraclem. Il avait, enfin, les Inkless avaient un deck Meul dans les tuyaux et la Tremen était dedans pour aller pardon, récupérer ce rêve bleu dans la défausse, et donc du coup ça leur permettait de jouer encore ce rêve bleu en illimité, et puis entre guillemets illimité, et puis de meuler l'adversaire comme ça. Une carte intéressante quand même pour aller reprendre la totalité des cartes chansons qu'on a dans le deck, hein, de cette carte là à cette carte là. C'est quand même, il y a quand même un beau choix, un beau panel de cartes chansons, actions en tout cas, à reprendre. Donc la Tremen, c'est pas si stupide que ça de jouer ce truc-là, au contraire. La mère Gothel ensuite, qui nous permet de faire un effet de bounce, hein, encore une fois. Chaque adversaire choisit l'un de ses personnages et le renvoie dans sa main, donc ça va freiner votre adversaire. Seul X, c'est que c'est votre adversaire qui choisit. Et là, c'est un tout petit peu dommage pour nous. Ensuite, on a la Clarabelle qui a fait quand même des bonnes sorties, hein, qui fait des bons résultats sur les premiers tests dans les tournois, etc. C'est vrai que c'est une carte qui potentiellement vous pouvez repiocher à tous vos fins de tour, quoi. Vous faites exprès de vous épuiser votre main. Faites peut-être même avec certains decks comme avec du Assis avec ce rêve bleu, vous faites exprès de faire piocher votre adversaire pour justement piocher juste derrière après, à la fin de votre tour. Donc c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment intéressant la Clarabelle. En plus, ça se fait pas cibler par Medusa, elle est assez costaud. Si vous la défiez, eh ben, votre perso il va peut-être pas, enfin, il va peut-être pas rester sur le board. Un Maui par exemple, il se fait gérer tout de suite. Donc ça a les stats de Maui inversés en même temps. Donc c'est quand même une très très bonne carte. Ça m'étonne pas que ça soit la troisième carte la plus chère, je crois, de l'extension, avec Navin en premier et puis en deuxième, je sais plus. Peut-être Mufasa, enfin je sais plus. Bref, en tout cas, c'est une très bonne carte, ça permet de lorer quand même pas mal aussi. Donc, il n'y a que du plus là-dedans. Maintenant, on ne joue pas de petite Clarabelle. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas besoin, étant donné qu'on pioche énormément et on ancre énormément dans ce deck-là. Donc, voilà, on n'a pas besoin. Ensuite, on a le Tamatoa qui marche très bien, du coup, qu'on connaît hein, depuis très très longtemps, avec un sous-fétiche. On a du coup pour les chansons Crois-moi j'ai vu pire qui nous permet de piocher 2 et nous défausser d'une carte. Ça c'est une carte aussi très connue dans Magic, ça marche très bien, c'est des très bonnes cartes, donc je vois pas pourquoi ça n'était pas joué avant quoi. Ensuite on a Je vole qui nous permet du coup d'ancrer le plus vite possible, et puis on peut d'ailleurs le chanter sur un typo, hein, admettons, hein, c'est pas impossible. Ensuite on a N'écoute que moi qui permet de bouncer les persos adverses ou les nôtres, hein, tout simplement. Donc ça peut être bien pour les nôtres, ça peut être bien sur peut-être une mère Gothel, ouais, ou un Flavor, ou un typo, des trucs comme ça qui nous permettent quand même voilà, de protéger nos persos, ou une belle, hein, tout simplement. Enfin, presque la totalité même Tremen, j'ai envie de dire, ouais, en fait, c'est presque la totalité ou la totalité de nos persos sont intéressants à renvoyer dans notre main avec cette carte, donc parfait. On a pour les hommes qui permet de gérer du coup tout ce que vous voulez, entre gros guillemets bien sûr, en tout cas la majorité des choses sur le board.
Ensuite, on a Ne parlons pas de Bruno qui permet de gérer les persos adverses et la main de notre adversaire un tout petit peu. Même si ça marche pas trop avec la Clarabelle, on aimerait plutôt que notre adversaire a des cartes en main pour qu'on puisse piocher. Là, c'est pas si grave, étant donné qu'on gère un perso adverse sur le board, sur son board à lui, donc voilà, c'est quand même très intéressant de jouer ça. Et ensuite, sous l'océan, pardon, pour gérer tout ce qui a 2 en force ou moins, donc ça calme un peu votre adversaire, étant donné qu'il y a quand même pas mal de cartes, personnages, hein, je parle, qui ont 2 de force ou moins. C'est quand même une très bonne carte. Et ensuite, on a le package classique de tous les decks bleus qui jouent des objets. C'est le bloc de glace, la glace à l'eau qui fait piocher, la plume en forme d'arête et le sous-fétiche. Voilà pour ce premier deck. On va passer au top 7 et le top 7, c'est celui-ci. Et oui, le Sisu on Ice, quand on parlait d'objets, et ben il y en a encore. Donc le Sisu on Ice, hein, le fameux Ruby Saphir, c'est le deck qu'on connaît aussi depuis pas mal longtemps. Alors dans les decks, j'en ai pas parlé juste avant, mais dans les decks du top 8, il y a quand même 6 decks différents. Il y en a quelques-uns qui vont revenir une fois encore en plus, quoi, mais en double en tout cas, ils seront en double. Mais je trouve quand même sympa d'avoir un top 8 avec une méta du 7-5 quand même assez diversifiée, quand même, hein, on peut le noter. C'est un très bon point. Pour ce deck précis, il a un petit peu changé. On a quand même quelques ajustements avec des cartes du 7-5 bien sûr. On remet également quelques cartes qu'on jouait sur les premiers decks bleu, rouge. Chaque deck a sa propre stratégie. Celui-ci c'est d'avoir 7 stratégies précises. Il y a vraiment très peu de différence entre les deux decks Sisu qu'il y a dans ce top 8. Donc on va voir ça après. Mais ça fait globalement le même taf, quoi, j'ai envie de dire. On a Typo, du coup, on l'a vu juste avant, qui nous permet d'ancrer un max. On a la Sisu qui est très très forte pour gérer n'importe quel personnage pardon, qui a un de force ou moins. Donc franchement, même un Jafar, elle peut le gérer, quoi, un Jafar acier. C'est pour ça que malheureusement c'est une mauvaise carte, cette carte légendaire du 7-5. Mais on en parlera plus tard. Pourtant, c'est une très bonne carte sur le papier, quoi. Mais bon, bref. 7 Sisu, du coup, en 3 exemplaires. Un Seisab, ça va nous permettre de jouer les autres Sisu. En tout cas, l'autre Sisu, là. On a le Flowersham qui est le moteur de pioche. On a la Grand-Mère Tala qui permet d'aller chercher aussi des cartes. Donc, c'est un moteur de pioche également. On a le Maui. Hein, voilà, lui, il sera toujours là. Hein. De toute façon, c'est une carte qui a des stats pétées. Hein, pour 5, une 6-5 qui a charge combattant. Bon voilà, c'est combattant, autant lui, le combattant, s'il l'avait retiré, elle aurait été encore plus fumée. Hein. Mais dans ce cas-là, il aurait eu un de l'or et ça aurait pas été, très très bon. Elle aurait été bannie, quoi, je pense. Ou nerf, pire. Ensuite, on a la Médusa qui du coup gère les persos adverses. On a le Gaston. Alors la Médusa d'ailleurs, je reviens rapidement, mais je sais pas si elle aura... Ah si, elle peut avoir son intérêt quand même si il y a quand même... Ah non, si, elle a quand même son utilité, je pense, pas mal. Elle peut cibler quand même pas mal de choses quand on regarde la majorité des decks. Si on compte pas le hors d'atteinte, il y a quand même beaucoup de choses qu'elle peut gérer, donc bon, c'est très très bien. Le Gaston du coup qui nous fait l'orée à fond, mais qui va nous chercher aussi des cartes. Hein. Ça, c'était une des cartes qu'on avait joué beaucoup dans le set 2 avec le rouge-bleu, et même dans le bleu-gris d'ailleurs, hein, on le jouait quand même pas mal. Donc voilà, c'est une très bonne carte, c'est assez stock en plus, 4-4. Bon, après, ça coûte un petit peu cher, mais si vous mettez cette carte-là tour 4, c'est quand même très intéressant. Quoi. Il y a quand même pas mal de solutions qui s'offrent à vous. Quoi. Si vous avez toujours votre Gaston. Quoi. Ensuite, on a le Cusco qui dit lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un lieu ou un objet et le placer dans la réserve d'angle de son propriétaire face cachée et épuisée. Donc, c'est un gère lieu objet, c'est déjà hyper cool. Une 3-5, ça va se faire viser par Médusa, mais ça, on s'en fiche, c'est pas non plus. Voilà. On a 2 de l'or, il fait gagner 2 de l'or, pardon, et on a une capacité qui dit vous payez 4, et ça, vous pouvez payer ça
peut-être en illimité. Alors je regarde au niveau du texte, vos autres personnages gagnent résistance plus 1 jusqu'au début de votre prochain tour. Donc oui, on peut payer quand même en illimité les 4 d'encre pour activer sa capacité. Vu qu'en fait, vous n'avez pas à épuiser ce personnage pour activer la capacité, vous pouvez l'activer plusieurs fois. Donc si vous voulez l'activer 7 fois, si vous avez assez d'encre pour ça, eh bien vos personnages vont gagner résistance plus 7 du coup jusqu'au début de votre prochain tour. Voilà, c'est quand même assez intéressant à mettre sur des Sissou là ici qui sont un tout petit peu fragilos, ou alors même les typos, hein, je veux dire s'il doit gérer quelque chose, un petit truc, voilà, et que vous voulez garder votre truc. Le Gaston c'est un petit peu plus crédible vu qu'il a 4 en force, voilà. Donc plutôt une bonne carte. Ensuite on a la Sissou qui du coup fait le ménage, hein, au même titre que Sous l'océan. Ça fait un peu Enfin, ça fait le même effet, à part que Sous l'océan, ça met en dessous de la bibliothèque, du deck, de la pioche de votre adversaire. Là, ça va vraiment bannir tous les personnages adverses. Donc c'est quand même une très très bonne carte à jouer avec la petite Sissou ici, voilà, c'est parfait. Ensuite, on a le Mufasa, le fameux... Celui-ci, hein, le petit Mufasa, magnifique cette carte, d'ailleurs faut que je la joue. C'est quand même une carte, si vous arrivez à la mettre, qui vous permet quand même voilà, de renvoyer 2 cartes au hasard de votre encre. Voilà, ça va rétrécir votre encre, mais c'est pas grave, si vous avez quand même pas mal ancré, et ben ça va vous permettre d'avoir une nouvelle main un petit peu, hein, et ça vous fait quand même gagner 4 de l'or, donc c'est pas... Hein. 4-9 en stats, aussi costaud. En tout cas, ça va rester assez longtemps sur le board. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, redressez toutes les cartes de votre réserve d'encre. Donc rien que ça c'est ultra fumé, ça. Si vous piochez et que vous arrivez à jouer, voilà, une quantité de cartes, voilà, une première quantité de cartes, vous partez à l'aventure, vous gagnez 4 de l'or, et en plus, vous pouvez rejouer derrière. Ça, c'est un finisher, hein, vraiment, c'est une carte, si vous la jouez, votre adversaire, je pense qu'il est pas bien, quoi. Je pense que votre board, même après bon, avec un Thion, comment ça s'appelle, un Soyez Prête, avec un Soyez Prête, bon, il est plus là, le machin, mais si vous jouez ça après un Thion, Thion le bête, un Soyez Prête, pardon, c'est quand même hyper intéressant. Votre adversaire, il aura plus rien sur le board. Vous allez jouer ce truc-là, vous allez avoir un tout petit board tout de suite, mais après, vous aurez de quoi jouer quand même beaucoup plus rapidement que votre adversaire, donc ça peut vous faire rebondir la partie, un truc de malade, quoi, ce truc-là. Donc, très très bonne carte. Ensuite, on a le Tamatoa qui, du coup, on connaît l'or énorme avec tous les objets, l'armada d'objets qu'on a en dessous. On a Bagarre qui permet de gérer, pardon, pas mal de choses, hein, quand même. J'allais dire un petit peu de choses, mais non, pas mal de choses. Après, c'est sûr que le hors d'atteinte, voilà, c'est un peu problématique, mais bon, bref. Je vole pour nous faire avancer, le bleu lumière pour nous faire avancer et nous faire piocher. Le soyez prête, du coup, voilà, ça c'est le deck qui le joue en 4 exemplaires. À contrario de l'autre deck Sisu qui en joue que 2, il me semble. Lui, il est un petit peu plus contrôle comme deck. Après, c'est pas non plus... je pense que faut le jouer au bon moment, quoi. Voilà, c'est sûr que si vous avez un Sisu et un Mufasa sur le board, vous n'allez pas claquer, hein, soyez prêts comme ça. Donc ça se joue avec parcimonie, et au pire vous l'ancrez, si vous en avez un petit peu trop dans la main. Voilà, c'est quand même une solution de secours quand même, le soyez prête, une carte quand même qui reste encore aujourd'hui hyper importante pour vous sauver des games, quoi. Donc voilà, moi je sais pas si je quitterais le rubis améthyste voilà, pour me séparer d'un soyez prête, c'est dur. C'est vrai que le soyez prête permet quand même de remettre la partie en jeu. Voilà, c'est pas une carte inintéressante, quoi, de l'avoir en 4 exemplaires en tout cas. On a un bloc de glace, pas beaucoup besoin de ce truc là étant donné que on gère d'autres manières, hein, avec
avec le Soyez prête ou des Maui ou des Médusa ou des bagarres. Bon voilà, on essaie de s'en sortir comme on peut quoi. C'est pour ça qu'il y a un petit peu plus de Soyez prête par rapport à l'autre deck je pense. On a la glace à l'eau pour piocher, on a la plume pour ancrer et le sous-fétiche pour gagner en un tour. Et on va passer au top 6. Et le top 6, eh bien c'est ce fameux deck 6 One Ice pratiquement identique. Hein. Là, celui-ci du top 7, vous voyez la Ink Curve, elle est un petit peu plus haute là ici, là un petit peu plus basse, voilà, quand même avec un pic à 8 ici. C'est parce que on joue un petit peu plus différemment. On a toujours le même package ici en haut. On a le Cusco, on a la Sisu, on a la Mufasa, on a la Tamat, le Tamat, et on a cette fois-ci Maléfique. Maléfique ancrable qui nous permet de gérer n'importe quel perso, voilà, à part des hors d'atteinte. C'est une très bonne carte depuis le 7-1. Depuis la création du Pop Cycle, du coup du bleu-rouge, avec le Pop Cycle, du coup ici, il avait donné son nom au deck. Depuis le 7-2, il était joué dans ce deck là, donc voilà, ça change pas. C'est une version un petit peu plus classique du coup de ce deck là, du bleu-gris, du bleu-rouge, pardon, j'entends. La Maléfique et du coup un petit peu moins de Soyez prête ici, avec un petit peu plus un petit peu plus de blocs de glace. Ensuite on a Bagarre qui nous permet de gérer des persos adverses. Je vole pour ancrer, le bleu lumière pardon pour ancrer et piocher, et Soyez prête, on en a que 2 exemplaires. Et justement les 2 exemplaires par rapport à l'autre deck, c'est logique vu qu'on a quand même des Maléfiques à côté pour gérer voilà, précisément certaines choses. Et on a un petit peu plus de blocs de glace également dans nos objets pour gérer un petit peu plus de choses via une Sisu ou la deuxième Sisu, ou alors qu'est-ce qu'on peut gérer d'autre, la Médusa également. Voilà, on va essayer de gérer autrement dans ce deck là, c'est un petit peu plus différent par rapport au deck qui était arrivé top 7. Et je pense que cette version là peut plus marcher que celle qui est en version du top 7, pas parce que elle a une place voilà, en plus, enfin elle est un petit peu mieux classée, pas pour ça, juste parce que effectivement au lieu de claquer un Soyez prête comme ça, alors que vous avez peut-être, je sais pas moi, un Maui ou un Mufasa sur le board quoi, au lieu de sacrifier vos persos, au lieu de les bannir, pourquoi pas avoir d'autres solutions qui nous permettent de jongler un petit peu plus et voilà, de pas claquer de l'ultimatum, mais de claquer voilà, des cartes qui nous permettent de contrôler un petit peu plus de manière nuancée, quoi. Donc, je trouve ce deck, cette version un petit peu plus intéressante maintenant. Voilà, les deux marchent très très bien. C'est soit vous avez la sécurité du 4 Soyez prête dans le deck, et donc du coup voilà, ça reboot un petit peu les games à chaque fois, soit bah, vous la jouez un petit peu plus contrôle, un petit peu plus nuancé, et vous partez sur 2 Soyez prête, mais avec d'autres gestions, on va dire, en un peu plus présentes dans le deck. Bon voilà. On va passer maintenant au top 5, et ce top 5, eh bien c'est un bounce aggro. Moi j'ai mis aggro parce que c'est vrai que on a quand même c'est un bounce voilà, classique, on va dire, parce que ça joue le fameux package bounce qu'on voit presque tout. C'est vrai que ce package bounce mime Merlin, c'est vraiment un truc qui nous a pas lâché depuis le 7-2, qui est un petit peu dommage. Il devrait quand même, les deck builders devraient quand même se séparer un petit peu du truc et d'aller chercher d'autres stratégies peut-être. Mais est-ce qu'il y en a réellement? Je ne sais pas. Donc voilà, c'est assez compliqué. Je comprends en tout cas. Voilà, on reste sur ce qui marche pour le moment. Hein. Le package bounce, il marche très bien. En tout cas, c'est une version aggro parce que il y a des Ondins ici, il y a également des Mergotol, des Ursula qui lore quand même pas mal. On a aussi le Banzai qui lore pas mal aussi. Donc on n'est pas sur la même version du bounce aggro qu'on avait avant au niveau du tournoi Stitch où c'était avec des Flynn Rider. Donc ça l'aurait quand même pas mal, mais on n'est pas loin quand même, on n'est pas non plus très très éloigné de cette version-là. Avec les châteaux de la reine, là, c'est une version avec la bibliothèque. Voilà. Du coup, on a quand même à peu près les mêmes cartes. Hein. Les adeptes, ils étaient joués, ça nous fait piocher. Les balais magiques, ça nous fait piocher. Les ondins, ça fait.
ça permet de défausser votre adversaire et de l'aurer un maximum. On a le package mime dont je parlais, le serpent, le renard, qui est bien sûr, et puis d'ailleurs maintenant l'éléphant, qui sont du coup voilà, des trucs qui vont vous permettre de sauver un petit peu vos ondins ou autre chose, hein, des merlins en chèvre, etc. Ça permet de jouer là-dessus. On les connaît bien de toute façon, cette façon de jouer. Donc Benzaï, ça, très bonne carte, hein, pour 2, non ancrable, mais ça, c'est pas tellement grave. Une 3-2 qui l'aura 2. C'est la première fois qu'on avait ces stats-là. Pour autant de l'or gagné, c'est vrai qu'avoir 3 en force, ça permet de gérer quand même pas mal de choses. Ça peut être polyvalent, ça peut vous permettre de gérer ou de l'orer. Voilà, vous laissez votre adversaire aussi peut-être se charger de Banzai, vu qu'il a 2 de l'or. Vous privez pas, hein, partez à l'aventure avec ce truc-là, et puis ensuite c'est votre adversaire qui va essayer de perdre du temps pour le gérer. Et s'il le gère pas, eh bien continuez à l'orer, et je pense que vous allez gagner comme ça. Ensuite on a la Ursula, hein, la fameuse Ursula qui nous permet d'aller chercher des chansons adverses. Le package mime comme je le disais. Le Merlin aussi, le package Merlin du coup en crabe pour du coup gérer des persos adverses ou des lieux, hein, admettons. Vous avez aussi le kit qui nous permet de renvoyer un perso adverse dans la main. Donc très bien, hein, c'est encore une fois uniquement des personnages adverses ayant 2 de force ou moins. Mais il y a quand même pas mal de choses, comme je vous dis, qui ont 2 de force ou moins, donc c'est pas inintéressant. Et au pire, vous l'ancrez. Vous avez Lyle pardon, qui dit lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui gagne combattant durant son prochain tour. Donc c'est très bien pour aller gérer peut-être des persos que vous voulez. Bah, vous n'avez pas envie de taper, comme Ondin par exemple, les Ondins, vous n'avez pas vraiment envie de taper là-dedans, donc c'est votre adversaire qui va s'en charger. Ou alors ça peut être aussi une manière un petit peu plus subtile, et vous voulez vraiment que ce personnage-là, il se plafonne sur ce personnage que vous possédez. Voilà, c'est pas inintéressant comme stratégie. Chaque fois que l'un de vos autres personnages est banni, pardon, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Donc ça va freiner aussi votre adversaire, donc c'est quand même plutôt pas mal. On a Madame Mime éléphant du coup qui déplace ses dommages. C'est une carte gestion, hein, tout simplement. C'est une bonne carte malgré tout. Elle est pas au niveau de la Mime renard. Elle peut pas vraiment la concurrencer. C'est autre chose, mais c'est moins intéressant. C'est une carte de gestion, mais ça a 3 de force. Voilà, ça aurait eu 4 de force, je pense que ça aurait été joué et archi joué en 4 exemplaires. Mais là, 3 en force, ça se fait cibler par Medusa aussi, donc c'est un petit peu trop risqué quoi, de jouer que sur ça. Ensuite, Merlin qui fait gagner du lore, le Merlin lapin qui fait gagner une carte, enfin qui fait piocher une carte, pardon. On a la fameuse Elsa, qui est une 2-5 charge insaisissable, donc très très bien quand même pour aller chercher n'importe quoi, notamment des Diablos, même si les Diablos pour le moment on n'en a absolument pas vu pour l'instant. Depuis voilà, le nerf de Bucky, Diablo il est plus du tout là quoi. Pourtant c'est quand même une carte hyper intéressante, je pense qu'on ne doit pas sous-estimer. Je pense même si elle se fait gérer quand même facilement entre guillemets, je pense qu'elle peut quand même nous aider dans certaines parties. Donc je pense que le Diablo, ça serait bien de le revoir prochainement, mais bon, on verra bien. Donc celle-ci, elle peut aller chercher des trucs comme ça. Et lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse et épuisez-le. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que du coup, vous allez pouvoir gérer n'importe quoi. En tout cas, ce qui vous intéresse le plus. Et voilà, quoi, ça permet de faire une petite gestion comme ça. Si vous avez, bon, pas dans ce deck-là, mais si vous le jouez dans un rubis améthyste, admettons, et que vous avez un Maoi sur le board, bah, vous mettez ça, vous choisissez le perso que vous voulez taper avec le Maoi, et puis ensuite vous tapez avec ce truc-là. Voilà, c'est quand même une très bonne carte, la Elsa. Ensuite, on a la mère Gothel qui, bien entendu, on l'a vu juste avant, nous permet de renvoyer les personnages adverses dans sa main. Donc, pas très bien. Ursula qui empêche notre adversaire de jouer des chansons, enfin, en tout cas de chanter des chansons uniquement. Donc, ça va être cool, même
nous aussi, hein, d'ailleurs, alors là dans le deck, on n'a pas beaucoup de chansons, on en a qu'une, on a que Mes Amis de l'Au-delà, donc ça va. On va pas pouvoir chanter Mes Amis de l'Au-delà avec un autre perso, ça sera uniquement avec elle, ça sera possible. Donc c'est très bien, ça, ça démonte totalement les decks Steelsong, hein, pour le coup, qui sont de retour en force avec le dernier tournoi qui avait de 42 joueurs. Il y avait quand même beaucoup de Steelsong. Une carte comme Ursula, ça m'étonnerait pas qu'elle revienne, étant donné que le prince Navin, voilà, il a donné un up aussi au Steelsong. Ça m'étonnerait pas de la revoir un petit peu plus et donc du coup de faire baisser la cote de Navin. On verra bien. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage et épuisez-le. Donc en plus, ça vous fait gagner 3 de l'or et ça permet de gérer un petit peu le board en face. C'est très bien. Si vous avez par exemple des Madame Mime sur le board, par exemple, des mimes serpents pardon, ou éléphants, ça peut faire le taf, hein. Même des merlingotes, voilà, des Madame Mime renard. Voilà, ça marche très bien avec cette Ursula. Mes amis de l'au-delà pour piocher et la fameuse bibliothèque qu'on a remplacée totalement par le château. Alors non, on a remplacé le château par la bibliothèque justement. Ça l'or moins, mais c'est un petit peu plus costaud et c'est cette fois-ci, à chaque fois que vos personnages sur celui est banni, et bien là dans ce cas-là vous allez piocher une carte. Donc c'est, on pourrait pas dire plus intéressant que le château. C'est autre chose, c'est vraiment autre chose et maintenant il faut voir, faut essayer de le tester ce deck là pour voir si ça marche beaucoup mieux de perdre nos personnages et du coup de piocher, ou alors d'essayer de les garder jusqu'au prochain tour pour piocher. Là pour le coup je pense que c'est peut-être mieux d'avoir la bibliothèque. Pourquoi? Parce que vous allez quand même partir beaucoup à l'aventure avec vos persos. C'est un deck qui va quand même voilà, un petit peu vite, quoi. On va essayer de faire le plus rapidement possible pour gagner la partie en gagnant du lore, donc c'est pas illogique la bibliothèque. On va passer au top 4 maintenant, et ce top 4 c'est le bounce control. Attention les amis, attention, le rubis améthyste revient. Le meilleur deck de l'Orcana, du début de l'Orcana hein, jusqu'à maintenant, c'est le meilleur deck. Alors, attention, on va voir, on va encore attendre, voilà, hein, on va voir ce que ça donne, mais cette fois-ci, on retrouve un petit peu notre bounce control qu'on avait sur la méta du set 3, il me semble. 3 ou même 2 et 1, hein, on avait un petit peu ces cartes-là. On pense au Olaf et à la Mini. Ça, c'est des cartes qu'on retrouvait dans le set 1, quoi. Enfin, on jouait ces cartes-là dans le set 1. On le jouait aussi dans le set 2, il me semble, les 3. On les jouait, mais... ou alors le set 3, non, parce que c'était remplacé par Rafiki, etc. Donc, je pense plus. Mais il y en avait quand même quelques exemplaires, il me semble, hein. J'ai peur de dire des bêtises, mais en tout cas, dites-le moi en commentaire si vous savez, si vous avez une meilleure mémoire que moi. On avait du coup le package mime, bien entendu, et le package Merlin. Je vais vite fait les passer parce qu'on les a vus et on va les revoir encore. Donc le bounce, et puis du coup, voilà, plus 3 pour péter des lieux ou péter des persos adverses. La goth, la meilleure carte du jeu, pour gagner du lore, et le Merlin pour piocher. Voilà, on les connaît. On a aussi le Flynn Rider avec la Sisu qui reviennent, qui était là dans la méta du 7-4, qui marchait très bien d'ailleurs, hein, qui nous permet quand même de gagner énormément de l'or. Un bleu rouge, si vous gérez pas le Flynn et la Sisu, il est pas bien. Il est pas bien. Est-ce que c'est vrai également aujourd'hui? Je ne sais pas encore, j'ai pas encore testé, mais de ce qu'on peut voir en tout cas dans le classement de ce top 8, on dirait que oui. Donc c'est très cool qu'on a maintenant, voilà, on a eu une transformation. On n'a plus le balai et comment s'appelle, le Chernabog, parce qu'on avait bien besoin de piocher avec eux, étant donné qu'on avait un Bucky en face qui nous faisait discard. Là, on n'a plus besoin de piocher de cette façon-là pour les tours 1. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus Bucky. Maintenant, c'est autre chose qui s'arme en face de nous. Donc, voilà. Et il faut essayer de jouer autrement. Et je pense que cette première version marchait très bien.
Maintenant, à voir si ça peut être changé quand même par autre chose. Revenir sur des Rafiki par exemple. Ensuite on a le Maui, ça marche très bien, la Medusa ça marche très bien aussi, ça nous permet de gérer les persos en face. On a Sisu, ça c'est une très bonne chose parce que honnêtement c'était une carte qui n'était absolument pas jouée dans le Ruby Amethyst Control. La Sisu Floatborn elle était totalement absente, pourtant ça faisait quand même un super effet. Alors je sais pas pourquoi. Je pense que c'était parce que ça coûtait trop cher et on n'avait pas la place parce qu'en fait on devait mettre autre chose. Peut-être. Enfin, je sais pas. J'ai du mal à voir pour le coup pourquoi elle n'était pas jouée avant. Maintenant, ce deck Ruby Amethyst Control, c'est vraiment une version d'une personne. Voilà, ça peut changer la version du Ruby Amethyst final, on va dire la plus rodée. Elle va encore changer, je pense. Donc, en tout cas, elle fait des bonnes perfs. Donc, voilà, c'est pas inintéressant de s'inspirer de cette decklist. On a du coup la Sisu, on l'a vu, la bagarre. Bah ça c'est classique, hein, c'est rentré dans le deck et ça sortira presque jamais. Votre roi vous invite à la fête, on le retrouve. On le jouait un tout petit peu dans la bêta du Z2. Et 7.3 encore un tout petit peu, mais je crois que c'est à partir du 7.3 où on a commencé à ne plus le jouer. Mais ça marche quand même plutôt bien avec les mini et Olaf. 7.3, pourquoi on a arrêté de le jouer d'ailleurs? Ça me fait penser à ça parce que justement on avait les Chernabog et le Rafiki. On les jouait, donc du coup ça marchait pas très bien avec votre roi, mais avec le Olaf et Mini, eh bien c'est une carte qui marche quand même plutôt pas mal. On a aussi le piocheur, le soyez prête et le château de la reine. Là on préfère jouer un gros château plutôt qu'une bibliothèque. Voilà, on va essayer quand même de garder nos persos dans le lieu. Une Mini ou un Olaf, on va pas forcément les faire partir à l'aventure. Si on voit qu'il y a du danger en face, on va essayer de tempo un peu. Voilà, c'est pour ça que le château, il est quand même très intéressant. On va passer au top 3 cette fois-ci, et c'est celui-ci. Eh bien oui, c'est un Blurple Bounce. Alors le Blurple, c'est quand même un deck que j'apprécie énormément, de par déjà ses couleurs qui sont... C'est classe, hein, c'est quand même hyper classe, hein, le violet bleu comme ça, c'est un deck, je trouve, classe. Maintenant, est-ce qu'il est fort? Ça, on peut déjà dire oui, étant donné qu'il est dans le top 3. Voilà, hein, il a quand même peut-être battu des Steelsong, etc. Donc peut-être, hein, on ne sait pas. En tout cas, dans le top 8, je vous le dis, spoiler, hein, il n'y a pas de Steelsong. Voilà, il n'y a pas de Steelsong. Donc est-ce que dans cette boutique, sur ces 47 joueurs, il y avait quand même beaucoup de Steelsong ou pas? Je ne sais pas. Voilà. Les Américains aussi ont une façon de jouer différente de celle qu'on a en Europe, je trouve. On a quand même des decks. Enfin, on a des decks différents, mais une façon de jouer différente un petit peu. Donc, c'est. Je sais pas. Enfin, on verra bien. En tout cas, c'est les premiers tournois. Donc, voilà, c'est assez. À prendre avec des pincettes, quoi. Ces decks-là ne seront peut-être pas forcément les tiers 1 dans 2-3 semaines. Donc, c'est à prendre avec pincettes. C'est à prendre avec des pincettes, donc voilà, on verra plus tard. Donc du coup, au niveau de Link Curve, on est bien. On a pas mal de cartes en crabe, donc voilà. Là, cette fois-ci, on a Chernabog et Rafiki, comme je parlais juste avant. J'en parlais un petit peu. Là, on les ajoute, voilà, très bien. On a le package mime, encore une fois, et Merlin, hein. On n'arrête pas de les voir, mais en même temps ça marche très bien, donc voilà, on va pas les retirer. On a une Ursula offensive plus 2 qui va nous aider un petit peu plus tard. On a un Typo qui va nous faire ancrer un max. On a également le Mickey qui va nous faire ancrer un max. On a une Mystique. Alors là, durant le tour de vos adversaires, si un effet devait vous faire défausser une ou plusieurs cartes de votre main, vous n'en défaussez aucune. Là, c'est la première fois que je vois cette carte dans un deck du 7-5. C'est vrai qu'on n'a plus le Bucky, mais en même temps, moi je pense par exemple à... comment elle s'appelle cette carte? Il en faut peu pour être heureux. Dans le style song, ça nous fait défausser. Donc
Ça peut être quand même une solution non négligeable. Après, est-ce que... J'ai un doute sur ce rêve bleu. Est-ce que ce rêve bleu nous dit de défausser des cartes? Je sais plus. C'est une très bonne chose à regarder. Regardez-vous chez vous et dites-moi ça en commentaire si sur la carte ce rêve bleu, si c'est écrit chaque joueur défausse sa main et pioche cette carte. Dans ce cas-là, cette carte-là, mystique, là pour le coup, on se défausserait pas et on piocherait quand même cette carte. Ça pourrait être quand même assez pété quand même. Un bon contre à ce rêve bleu si c'est le cas. Donc à voir, après c'est que en deux exemplaires, ça peut être ancré au cas où, bon voilà. Belle, là pour le coup, c'est une carte aussi qu'on n'avait pas beaucoup vue, et c'est très bien de la voir. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage et déplacez jusqu'à 3 de ces jetons dommages sur un personnage adverse de votre choix. Donc c'est très bien, ça va nous faire de la gestion avec des mimes ou des merlins en crabe ou alors d'autres cartes comme Elsa, etc. pour essayer de contrôler un petit peu le machin, de gérer les persos avec ses blessures et puis de péter autre chose à côté. C'est une très bonne carte. On peut pas l'alter. Non, non, il n'y a pas d'autre belle, donc on ne pourra pas l'alter, ça vaudra 5 à chaque fois. Mais mine de rien, ça l'aura 2, c'est une 4-4. Moi je dis pourquoi pas. Après c'est que en 2 exemplaires, encore une fois, c'est comme la mystique, c'est au cas où, à mon avis, c'est des cartes au cas où. On a la Elsa ensuite, on en a déjà parlé, qui est une très bonne carte. On a la Yzma qui nous permet de gérer, on va dire, un personnage que ce soit... Alors c'est lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un autre personnage et le renvoyer. Donc oui, c'est aussi bien les vôtres que ceux de votre adversaire. Donc là, sur un lapin, pour nous, c'est voilà, un pioche 3, quoi. C'est déjà pas mal. Et au cas où, bah, un perso adverse. Alors là, pour le coup, pour les hommes, est un peu mieux, parce qu'il peut gérer quand même les lieux et les objets. Là, c'est que les personnages, mais mine de rien, si vous avez un Mufasa en face, voilà, vous préférerez pardon, peut-être mieux lui renvoyer son Mufasa qu'il aura 4 au prochain tour et qui joue sur 2 tours. Tu vois enfin, il joue 2 tours en un seul. Quoi. Faire attention. Donc la Yzma, très très bien. On a la Ursula, encore une fois, qui empêche de chanter et qui, du coup, gère vos personnages adverses. On a le Hades qui gère aussi les personnages adverses. Un seul exemplaire, parce que c'est pas non plus, voilà, pas non plus ultra pété, mais c'est quand même bien. Après, ça fait avancer votre adversaire, donc ça va dépendre aussi. Hein. C'est un petit malus quand même. On a la Elsa qui, du coup, elle, permet d'épuiser jusqu'à 2 personnages de votre choix. C'est très bien. Ça, c'est une très bonne carte pour, encore une fois, gérer un petit peu en face le board et puis gagner quand même, dire, facilement, entre guillemets. C'est vraiment... voilà. Vous l'aurez à 3, c'est quand même pas dégueu, c'est 6 de volonté, voilà, ça va être un petit peu dur à gérer. Et puis en plus, vous gérez quand même les personnages adverses pendant un tour. Donc voilà, ils vont pas se redresser au prochain tour, au tour adverse. Donc c'est très très bien. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. La Elsa, quand ils l'ont fait, quand ils l'ont créé cette carte, au début, en fait, c'était, elle disait, lorsque vous jouez ce personnage, tous les personnages adverses étaient épuisés. Vous épuisez tous les personnages adverses et ils pouvaient pas se redresser au début de leur prochain tour. C'était ultra fumé hein, avant. Voilà, vous gérez tout le board comme ça en une seule fois avec la Elsa. Ça aurait été quand même beaucoup plus intéressant parce que c'est au niveau du lore, voilà, elle glace tout le monde, quoi. Elle arrive sur le board, bah, comme ça. Ça aurait été quand même plus intéressant, plus beau, mais c'était peut-être un peu trop fumax. Bref. Le Mufasa, on va pas le revoir, on l'avait déjà vu, c'est quand même une très très bonne carte pour jouer 2 tours hein, en un seul. Et le fameux piocheur et le Let It Go qui est quand même assez intéressant, une bonne carte de gestion de perso. Moi je l'aime beaucoup cette carte et c'est vrai qu'elle est pas énormément jouée, donc c'est dommage, mais je pense que c'est quand même une très très bonne carte. On va passer au top 2 et le top 2 c'est un Rubis Améthyste, oui, le meilleur deck, et oui, c'est meilleur deck entre guillemets, hein, je rigole. C'est un très bon deck et comme vous pouvez le remarquer, c'est le même deck que celui qui a fait top 4. Voilà.
j'ai même pas rien à dire là-dessus, c'est la même chose que le top 4. Voilà. Donc très bien, on va passer assez rapidement, mais voilà, on verra si ce deck revient, on va dire, dans les tops en permanence. Ça serait bien que du coup il y ait quand même un roulement, genre que voilà, ils font des decks pétés pour la mécanique soutien par exemple, voilà, et qu'on voit du jaune-bleu hein, dans les decks, méta top 2, et que le rubis améthyste, contrôle, il soit remis un petit peu voilà, dans les top 64, et puis voilà. Non, on le souhaite pas, c'est quand même un très très bon deck. Très intéressant, c'est un deck qui est quand même bah, le fameux Easy to Learn et Hard to Master, hein. C'est vraiment le deck qui est assez simple à jouer au début. Voilà, si vous commencez à jouer, c'est quand même un deck assez simple, mais en même temps, c'est quand même très compliqué de le gérer et d'être pro là-dessus avec ce deck-là. Donc voilà, c'est un très 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 bon deck. Donc voilà, on va passer maintenant au top 1. Hein. Je vous laisse regarder le top 4. De toute façon, vous l'avez déjà vu, hein, si vous voulez des explications sur le deck. Et le top 1, il s'agit de... Il s'agit de ce deck-là. Le Raid Fassa. Et là, je suis hyper content. Parce que moi, je suis déjà un gros fan du deck Mufasa. Je jouais aussi sur je m'en souviens, un The Pack, un gros tournoi en ligne là sur Pixel, quand il y avait encore ce truc-là. Je jouais un Green Fassa, et un Green Fassa avec des insaisissables, etc. Et c'était plaisant à jouer, vraiment. Et j'ai même aussi proposé à un ami un Red Fassa, et il a adoré ce deck-là, et il a trouvé que c'était un deck qui était quand même simple à jouer, fun à jouer, et vous arrivez quand même à battre quand même vos adversaires, pas facilement, mais presque quoi. Enfin, vraiment, c'est quand même un très très bon deck. Au niveau link curve, elle est quand même pas mal, hein. On a quand même beaucoup de tours 2, et boum, c'est progressif après, hein. On a vraiment une descente progressive là ici. Alors pour le 4. On a à l'intérieur, bah, du coup, pas mal de cartes carte ancrable, pardon. Donc on a, bon, c'est pas là, pour le coup, c'est pas une carte ancrable. La Daisy qui est une carte très très forte, vraiment. De son, elle fait partie de mon top 10, hein, si je me souviens bien, si j'ai pas dit de bêtises. Il me semble que oui, elle fait partie de mon top 10. C'est une carte qui va vous faire lorer tour 1 et tour 2 minimum. Tour 1, tour 2. Tour 2 et tour 3 minimum, à part si elle se fait gérer. Voilà. Elle peut se faire gérer quand même, hein, si vous avez, si vous ne commencez pas et que du coup votre adversaire il pose un Gaston 4-2, effectivement elle va se faire gérer. Donc là c'est un peu moins intéressant de la jouer, même si vous pouvez la jouer pour ne pas partir à l'aventure tout de suite et essayer de la gérer, essayer de gérer le Gaston en face en premier, et ensuite vous partez à l'aventure avec les Daisy. C'est pas inintéressant non plus. Après, ça lore à deux, ça peut survivre sur les premiers coups. Mais c'est sûr qu'en middle et fin de game, late game, ça dépend quoi. Il faut faire attention. Ensuite, on a la Mulan. Alors là, on ne joue pas d'autres Mulan. On ne joue pas d'autres Mulan, mais ça reste quand même pour 1, une 2-1. Parce qu'elle a quand même déjà 2 dommages sur elle. Ça marche très bien quand même avec une Roulietta qui se joue tour 3, ou alors une réponse, hein. Donc c'est très bien, ça ressemble un peu à la Mercotel plus tôt dans la partie. Donc si on vous la gère, bah dommage. Si on vous la gère pas, eh bien vous allez vous faire plaisir avec une Roulietta ou une réponse, comme je vous ai dit. Le Flynn Rider qui marche très bien avec la Sissou qu'on a vu dans les decks contrôle. Rubis améthyste. On a du coup la Roulietta qui fait le même effet que la réponse, sauf que là cette fois-ci la Roulietta c'est juste 2 jetons de dommage et vous allez piocher juste une seule carte. Donc c'est une petite réponse, hein. C'est pour plus petit budget, j'ai envie de dire, hein. Si vous n'avez pas 40, 50 euros à mettre dans une carte, eh ben, la Roulietta fait quand même un bon job, hein, on va dire. Et ensuite on a le Pongo en un seul exemplaire, et là c'est quand même un moteur de pioche pour 2. Pas négligeable, c'est quand même une bonne carte au cas où, si vraiment vous faites face à des petits problèmes de pioche.
Ensuite, bah, du coup, la réponse, on l'a vu, on la connaît surtout. Le Mufasa, on le connaît, hein, c'est le moteur du deck, c'est lui qui a créé le deck Red Fassa, Blue Fassa, tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est respect. On a le Maui qui est quand même une bonne carte de gestion. L'Hydre, on a 2 hydres dans le deck. Et ça, c'est quand même une très très bonne carte. Une 6-5 qui l'aura 2 et qui, à chaque fois que ce personnage subit des dommages, choisissez un personnage adverse et infligez-lui le même nombre de dommages. Donc, c'est hyper dissuasif. Ensuite, on a le package Tremen et Medusa, hein, les deux belles sœurs copines. Le Maximus, on en a 2. Alors lui, c'est à la fin de votre tour. Si l'un de vos personnages a 5 de force ou plus, gagnez 2 éclats de l'or. Et si il a 10 de force ou plus, vous allez gagner 5 de l'or. Pardon. Si la Sisu ici arrive à avoir 10 en force, le Maximus est ultra rentable. Mais 2 de l'or, ça va dépendre en fait, hein, mais faut avoir un Maui, faut avoir une Hydre, ou alors faut avoir une Sisu quand même bien boostée, ou un Gaston ou un Chernabog. Faut essayer d'avoir ça, sinon ça ne marche pas, et bon, ça servira à rien, entre guillemets, parce que ça leur quand même à 2 et c'est une 3-5, donc voilà, c'est quand même une bonne carte. Ensuite, on a le Stitch qui était là aussi dans les premiers decks Mufasa. Donc lui, c'est un moteur de pioche, c'est génial, en plus d'être un gros perso. La Sisu qui fait le ménage, le Gaston qui fait le ménage également, parce que là c'est une 10-6, et si vous la jouez si vous arrivez à la mettre avec Mufasa, elle arrive épuisée, ok, mais le gars, en face, il a quand même une carte qui est une 10-6 qu'il faut gérer, parce qu'elle l'aura 2, mes amis, et oui, c'est très important, parce que justement, s'il ne la gère pas, ben, vous allez quand même gagner du lore en permanence. D'ailleurs, là, quand même pas mal de cartes qu'il aura 2 au minimum, hein. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous avez 11 persos qu'il aura 2 et plus. Quand même pas inintéressant, quoi. Ça va quand même assez vite pour l'aurer dans le deck. C'est cette stratégie qu'il y a de toute façon depuis le début avec les Mufasa, hein, de toute façon, donc c'est très très bien. Donc très dur à gérer le Gaston. Il coûte 2 de moins pour chacun de vos personnages ayant au moins un dommage sur lui, donc ça peut être intéressant à jouer avec les Mulan et les Mergotel. Vous allez le jouer beaucoup plus tôt dans la partie avec ça. Et en plus, si vous mettez une Daisy, peut-être pas la Daisy, je sais pas, peut-être une Sisu ou alors un Maui qui peut encaisser quand même pas mal de dommages. Voilà, vous allez le jouer quand même peut-être tour 5. Voilà. C'est faisable, c'est très très faisable tour 5. Peut-être même essayer tour 4, peut-être. À voir. À voir selon votre partie, quoi. Et le Chernabog qui nous permet de le jouer moins cher aussi pour chaque personnage dans votre défausse. Et là, il va y en avoir pas mal vu que c'est un Mufasa. Donc, très très bonne carte également. Votre roi vous invite à la fête. Là, c'est pour gérer justement avec les Daisy. Peut-être vous pouvez l'utiliser sur Daisy pour gérer un autre perso adverse. Vous avez aussi la possibilité de le mettre sur une Roulietta ou une réponse, ou même saboter votre Mufasa pour justement voilà, essayer d'aller chercher quelque chose, quoi, tout simplement. Et une lanterne, ça va vous permettre de jouer plutôt vos cartes. Donc le Gaston, effectivement, tour 4, vous pouvez peut-être le jouer. On ne sait jamais. Voilà les amis, pour les fameux decks qu'il y a eu dans ce top 8. On est content encore une fois d'avoir un petit peu plus de variété dans les decks, dans les top 8. Si la méta ressemble à ça, si vraiment on aura beaucoup de variétés comme ça, je pense qu'on va clairement s'amuser, ça va être très très amusant de faire des tournois, il y aura quand même beaucoup de possibilités, mais de toute façon on va découvrir ça progressivement et surtout dans les prochains gros tournois qu'on aura nous en France, on verra ça un petit peu plus tard. Juste avant de clore cette vidéo, eh bien on est le 19 août, eh bien hier c'était l'anniversaire de l'Orcana, c'est 1 an, hein, voilà, l'Orcana a 1 an, c'est passé hyper vite. Moi j'avais commencé ma chaîne
le 18, enfin j'avais posté ma première vidéo le 20, donc ce sera demain l'anniversaire de ma chaîne. Je vous sortirai une vidéo là-dessus, un petit peu anniversaire, voilà, mode anniversaire, où je vais répondre à quelques-unes de votre questions. Si vous avez des questions d'ailleurs à me poser dans cette FAQ que je ferai, eh bien n'hésitez pas sur Insta, je suis là. Et de toute façon, on se retrouve pour de prochaines vidéos, hein, très très rapidement. On a encore les decks de démarrage à regarder, prélude et oui, le paquet scellé. J'ai aussi une petite vidéo sur le paquet scellé, donc on verra ça très prochainement. Si vous avez aimé la petite vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas également à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, hein, où je suis le plus présent sur Instagram. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc à très vite. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.